Vladimir Poutine ne peut pas gouverner seul. Pour commencer, Vladimir Poutine, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il était relativement inconnu du grand public. Il avait très peu d'expérience politique, si ce n'est un poste à la mairie de Saint-Pétersbourg auprès d'Anatoly Sobchak, le premier maire démocratiquement élu de Saint-Pétersbourg, qui est considéré comme son mentor en politique. Et il a été choisi justement parce qu'il était considéré comme un fonctionnaire loyal, également facilement manipulable par Boris Yeltsin et son entourage pour lui succéder. Vladimir Vladimirovitch Poutine est encore un inconnu quand il est nommé Premier ministre par Boris Yeltsin. De petite taille, le regard terne, le dauphin de Yeltsin a gardé une certaine raideur de son passé d'officier du KGB. Petit à petit, Vladimir Poutine en fait va s'émanciper de cet entourage et constituer ses propres réseaux de pouvoir, notamment en arbitrant la compétition entre différents groupes de l'élite au pouvoir en Russie. L'héritier des tsars sait se mettre en scène, même ses détracteurs lui reconnaissent ce talent. Vladimir Poutine ne peut pas gouverner seul. Or, pour ce faire, il a besoin bien sûr de soutien, de relais, et il va s'appuyer sur différents groupes élitaires. Le premier groupe, ce sont donc les oligarques. C'était le temps de leur splendeur, l'automne 96. Les oligarques venaient de faire réélire Yeltsin et pour les remercier, le tsar Boris les laissait se partager les richesses industrielles de la Russie. Ce sont de riches hommes d'affaires qui ont constitué leur fortune à la faveur de la chute de l'Union soviétique et de la transition de l'économie planifiée à l'économie de marché. Or, en fait, il est devenu de plus en plus impropre de les qualifier d'oligarques puisque, au fur et à mesure de la prise de pouvoir de Vladimir Poutine, ces hommes d'affaires ont en fait exercé de moins en moins d'influence sur le pouvoir politique. Révolte publique des oligarques qui crient à la dictature tout court. Coup de théâtre, le premier d'entre eux, l'homme le plus riche et jusqu'ici le plus influent de Russie, Boris Berezovsky, démissionne de son mandat de député et renonce à l'immunité parlementaire qu'il protégeait des risques de poursuites judiciaires. C'est une campagne délibérée qui vise à écarter les hommes d'affaires indépendants, les plus importants. Et aujourd'hui, ils sont contraints en fait d'exécuter les ordres du pouvoir, de s'associer à ces grands projets, notamment de réforme et ces grands projets modernisateurs pour en conserver les bonnes grâces. Poutine veut instaurer ce qu'il appelle la dictature de la loi, une dictature égale pour tous, y compris les oligarques, à qui il annonçait la semaine dernière la fin de la Dolce Vita. Vladimir Poutine a une conception répressive du droit, il veut restaurer la verticale du pouvoir et pour cela il s'appuie notamment sur un groupe au sein de l'élite au pouvoir qui a effectivement une conception répressive du droit. Ce sont ceux qu'on appelle les silaviki, qui vient du russe sila, la force, donc ce sont les structures de force. Et ces structures de force, donc, ce sont l'ensemble des personnels issus de ministères et d'agences fédérales, tels que le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur ou encore le FSB. Alors ces hommes en armes qui concourent au maintien de l'ordre, ça n'est pas une nouveauté, ils étaient déjà présents au sein de l'élite russe et autour du pouvoir sous Boris Yeltsin. Seulement l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine coïncide avec une forte pénétration de ces personnels au sein non seulement du pouvoir fédéral, mais aussi des différents pouvoirs régionaux et locaux, du milieu des affaires. Aujourd'hui, il constitue la colonne vertébrale du régime et il constitue donc des relais très importants pour le pouvoir, mais aussi une force sociale conservatrice dans la société russe. On pourrait mentionner encore d'autres groupes élitaires. Je peux mentionner notamment le groupe de ceux qu'on appelle les Pitersky, qui sont originaires comme Vladimir Poutine de Saint-Pétersbourg, qui ont noué avec lui des relations personnelles très fortes sur lesquelles il s'appuie. Le dernier groupe à mentionner, c'est celui des technocrates. C'est un groupe là composé de membres de la frange la plus libérale du pouvoir, qui a pu jouer un rôle, notamment dans toutes les préconisations de réforme de l'État et de l'économie, mais qui aujourd'hui s'est retrouvé totalement marginalisé, notamment à la faveur de la guerre. Et un certain nombre de ces membres même ont été pris pour cible par le pouvoir. Chacun de ces groupes au sein de l'élite au pouvoir peut jouer d'une certaine autonomie pour peser sur les choix du pouvoir et faire pression d'une certaine manière sur Vladimir Poutine qui arbitre en fait cette compétition intra-élitaire. Mais à la faveur de la guerre en Ukraine, le consensus politique s'est considérablement consolidé autour d'un soutien à l'agression de l'Ukraine. C'est bien une guerre qui a débuté ce jeudi entre la Russie et l'Ukraine. Dans le ciel ukrainien, un avion de chasse russe à basse altitude. Les cris d'un enfant et la terreur d'une famille. La guerre a commencé en Ukraine, aux portes de l'Europe. Une bataille acharnée. C'est le
le scénario que l'Ukraine et l'Occident redoutaient. Quiconque a l'expérience du combat et peut venir rejoindre les forces ukrainiennes doit venir s'enrôler immédiatement. Vladimir Poutine ne peut pas gouverner seul. L'Académie présidentielle, ou en forme longue l'Académie russe de l'économie nationale et de l'administration publique, est une institution qui a été fondée en 2010 par un oukase du président Medvedev, et qui en fait est le produit de la réunion d'anciennes institutions qui puisent leurs racines dans l'époque soviétique. Cette académie, le pouvoir russe a voulu en faire un instrument de formation des élites, un passage obligé même pour certaines élites, en particulier les élites administratives, mais plus largement, elle remplit également une mission de formation de toutes les élites intermédiaires, les cadres de second rang, qui constituent également une ressource très importante pour le pouvoir et un enjeu stratégique pour lui dans ce qu'on appelle la routinisation du charisme de l'État et en fait dans la perpétuation de la domination du pouvoir sur la société. Dans la mise en œuvre de l'action publique justement et la réforme de l'État en Russie, on observe ces dernières années une très forte pénétration du corpus du New Public Management, le nouveau management public, la nouvelle gestion publique, qui est en fait un corpus idéologique, un puzzle doctrinal qui vient notamment des pays anglo-saxons, des États-Unis et du Royaume-Uni à partir des années 80, qui donc entend appliquer à la gestion de l'État un certain nombre de principes, notamment puisés dans le management et la gestion de la sphère privée. Or, ce qu'on observe en Russie, c'est l'incorporation et l'assimilation de ces normes du New Public Management avec une facilité assez déconcertante du point de vue d'une société post-communiste et un corpus idéologique qui s'accommode tout à fait en fait, des pratiques autoritaires du pouvoir. À l'occasion d'un de mes terrains, justement en Russie, au sein de l'Académie présidentielle, j'ai pu prendre part à une formation destinée aux administrateurs du ministère de la Culture et j'ai pu observer justement comment ce corpus doctrinal était incorporé au contenu des enseignements et de la formation. En mars 2024 se tiendra l'élection présidentielle en Russie. Alors, a priori, il y a assez peu de suspense sur l'issue de cette élection. En revanche, c'est une élection qui n'est pas anodine pour autant. Elle a une fonction très importante pour le pouvoir, au moins une fonction de mobilisation et une fonction de légitimation. D'abord, sur le plan de la mobilisation, c'est un moment qui vise à remobiliser la population autour de son chef, mais plus certainement encore à remobiliser ses soutiens, les soutiens du pouvoir, ses relais et notamment ses élites intermédiaires. Et donc il y a aussi une fonction de légitimation, puisque cette élection, elle concourt à légitimer l'exercice du pouvoir en rappelant le soutien de la population à Vladimir Poutine. Et il expliquait avoir beaucoup hésité, avoir eu d'autres idées, mais que face au contexte, et notamment le contexte de la guerre en Ukraine, qu'il a lui-même déclenché, eh bien, il ne voyait pas d'autre solution effectivement que de se présenter à l'élection présidentielle.